Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Viachetel et RCFM pour suivre ce nouveau numéro de Contraste élaboré en partenariat avec Corse Matin. Le 13 décembre dernier, la gauche perdait l'élection territoriale au terme d'une mandature que certains considéraient plus riche en débats qu'en réalisations concrètes, mais qui a contribué grandement au retour de la paix en Corse. Un échec qui est aussi celle d'un homme, Paul Jacobi, qui a subi le poids des affaires et la désaffection de sa majorité. Un Paul Jacobi qui repart cependant à la bataille législative et qui est aujourd'hui l'invité de Contraste. Paul Jacobi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté cette invitation. Roger Antèche, dont je salue le retour, et bonjour. Patrick Winchiguer de RCFM vous interrogeront durant cette première partie d'émission. Messieurs, bonsoir. Avant que vous débattiez avec votre contradicteur. Mais pour commencer l'actualité avec cette manifestation la semaine passée à Ajaccio, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour demander le rapprochement des prisonniers politiques ainsi que l'amnistie. Alors Paul Jacob, vous aviez-vous fait voter une motion en ce sens lorsque vous étiez à la tête de l'exécutif, sans résultat comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. Mais comment est-ce que vous expliquez cette fermeture du gouvernement, au moins sur un point, celui du rapprochement des prisonniers? C'est le contexte international? Je suis quand même étonné de ce que vous me dites, parce que sur le rapprochement des prisonniers, c'est-à-dire considérer que les gens qui sont originaires de Corse, qui sont résidents de la Corse ordinairement, ont les mêmes droits que les autres. Bon. Là-dessus, il y a eu des progrès considérables. Voilà, écoutez, je me rappelle la première fois qu'on est allé trouver les gardes des Sceaux successifs, Mme Alliot-Marie, M. Mercier, Mme Taubira, on avait des listes longues comme ça. Et puis aujourd'hui, je me rends compte qu'on a des listes très courtes et que même bientôt, il n'y a plus de cas ou très peu. Alors il y en a toujours trop. Encore, mais pourquoi ils ne se règlent pas sur Ils se sont réglés. Il y a des dizaines de cas qui se sont réglés entre-temps sur le plan du rapprochement des personnes. Le commando Irignac, par exemple, on refuse de rapprocher à la Ferrande. Ils sont en fin de question. Et un autre problème de nature qui tient à la nature de l'organisation pénitentiaire. Mais il y a eu une différence considérable. Moi-même, pendant la mandature, et même d'ailleurs avant et après, j'ai suivi les choses de très près, au plus près possible, recevant autant qu'il était nécessaire et utile et demandé les associations, etc. Donc de ce côté-là, rapprochement, il y a eu un travail important qui a été fait, qui n'est pas complètement achevé, mais qui a été fait à 80%. L'amnistie, vous le savez, pose un problème politique général et est une autre question. Ce n'est pas une revendication légitime aujourd'hui, alors que la Corse a retrouvé la paix? C'est une revendication logique. C'est-à-dire que dans les termes qui étaient ceux de l'Assemblée de Corse, c'est une revendication logique qui consiste à lier la fin d'un phénomène de violence à l'effacement de ce qui était lié à ce phénomène de violence, c'est-à-dire les peines qui ont été prononcées, etc. Donc voilà, dans l'état actuel des choses, et puis en fin de mandature nationale, je ne pense pas que ce soit possible, ni même d'ailleurs, je le redoute, en début d'autres mandatures. Et en raison aussi du contexte international. Très franchement, je ne crois pas que le contexte international joue beaucoup là-dessus. En termes d'affichage politique. C'est ni la même nature d'événements, ni la même gravité d'événements, ni le même contexte, etc. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, Daesh n'a pas unilatéralement déposé les armes, que je sache. Les mouvements qui en Corse pratiquaient la violence ont officiellement, publiquement et clairement et unilatéralement renoncé à la violence. Donc c'est deux choses qui sont totalement inassimilables. Mais la perception de l'opinion publique nationale est peut-être un peu différente. L'opinion publique nationale n'est pas toujours très favorable à la Corse, il faut bien le reconnaître. On arrive à la fin de ce quinquennat, vous parlez de la fin de mandat national. Est-ce que vous diriez que c'est un quinquennat pour rien pour la Corse, finalement? Alors là, ce serait une injustice totale. C'est quoi? C'est le bilan, c'est la collectivité unique? Non, la collectivité unique, elle est en devenir, donc on ne va pas le mettre à l'actif et au bilan, encore que toutes les discussions que l'on avait se sont traduites par la loi, puisque là, c'était des projets inaccessibles, c'est devenu des réalités. Non, il y a quand même des choses qui sont tout de même importantes. On a quand même renouvelé le PUI, on a renouvelé le contrat de plan, il y a eu beaucoup de choses. Il y a la loi de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui semble oubliée aujourd'hui, mais qui, n'empêche, est un atout considérable pour la Corse si on veut l'utiliser. Honnêtement, on ne peut pas dire que c'est un mauvais bilan. Il y a beaucoup de revendications unanimes qui restent en friche. Oui, on a parlé de l'amnistie, on pourrait parler de la langue, du foncier, etc. Vous avez tout à fait raison. Encore que sur le foncier, par exemple, il y a quand même des mesures qui ont été prises. On a créé par la loi
ça a pris du temps parce qu'il fallait la loi, un office foncier qui fonctionne, qui rend des services, qui ne suffit pas, mais qui est quand même là. J'espère qu'on va sortir des problèmes de fiscalité immobilière par le haut. Et ce n'est pas la faute du gouvernement si, sur les ART-MIO, 2 fois le Conseil constitutionnel a censuré des lois que la quasi-totalité de l'Assemblée nationale avait votées, d'ailleurs, en partie à l'initiative de votre serviteur. On revient rapidement sur l'échec du mois de décembre, l'élection territoriale. Vous n'êtes pas tellement appesanti dessus. Vous l'expliquez comment, avec le recul ? Bah, écoutez, j'essaie d'y réfléchir. De toute façon, vous savez quelle est ma position, elle a toujours été la même, le peuple a toujours raison. Il a ses raisons, et... Non, ben si, il a raison, parce que moi je suis démocrate, donc il avait des raisons, certainement. Alors après on peut dire c'est les bonnes, c'est pas les bonnes, etc. Je crois que la plus grande raison de l'échec est que je n'ai pas réussi à faire rêver. J'ai pas réussi à faire rêver parce que je n'ai pas souhaité faire rêver. Et j'ai dit qu'on avait un bilan, on allait prolonger un certain nombre de choses, et d'ailleurs ce qui se passe depuis est tout à fait dans cette ligne. C'est la démonstration qu'on n'est pas réélu sur un bilan, finalement. On n'est pas réélu sur un bilan. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la collectivité territoriale de Corse ? Eh bien, on inaugure ce qui avait été réalisé précédemment, y compris mis en service, par exemple les bâtiments de l'Université de Corse, mis en service en septembre, inaugurés en janvier ou février. Enfin ça remonte à très loin, même la précédente mandature. Qui s'est coltiné le travail quand même. Bon, on dit qu'on repasse un contrat de plan alors qu'on passe à un protocole d'ailleurs qui n'a aucune valeur et aucune portée, mais l'essentiel du travail a été fait avant. On fait des routes qui étaient prévues et financées. On fait, c'est très bien, et moi je m'en réjouis profondément. Mais effectivement, ça ne faisait pas rêver les gens. Ben, j'ai pas la volonté de faire rêver. Je crois que c'est une fondamentale de pas vouloir faire rêver. Et sur le terrain des idées, d'avoir repris beaucoup d'idées historiques des nationalistes, est-ce que finalement ça ne vous a pas porté tort, les gens ayant préféré l'original à la copie ? De vanité d'auteur, mais malgré tout, un certain nombre d'idées dont vous dites que ce sont les idées nationalistes. Ah, la langue corse, on l'associe plutôt aux nationalistes. Oui, enfin, écoutez, j'ai le droit d'être corse moi aussi, et par conséquent, et aux corse, et je défends la langue corse. Bien. Et je n'ai pas attendu le nationalisme pour penser qu'il fallait défendre la langue corse. Deuxièmement, la collectivité unique, je me suis battu de manière forte en 2004, sans succès, c'est vrai, de justesse. Et si tout le monde avait voté en fonction de ses idées, eh bien peut-être que ce serait passé en 2004 et qu'on aurait évité bien des difficultés et bien des mises au point. Donc écoutez, honnêtement, je n'ai pas repris. J'ai fait prévaloir des idées. Si les nationalistes avaient les mêmes idées, ben, tant mieux, très bien. Moi, je me réjouis d'arriver. Sur le foncier, ça fait belle lurette que je défendais un certain nombre d'idées. C'est vrai que j'ai accepté un certain nombre d'idées qui allaient un tout petit peu plus loin. Ça a été perçu ainsi par l'opinion publique. D'ailleurs, les votes étaient communs à l'Assemblée nationale sur ces thèmes-là. Oui, ben, tant mieux, très bien. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de rassembler. Vous savez, dans la vie politique, vous avez 2 manières de faire. Soit vous défendez votre petite personne, votre avenir, votre carrière, et après tout, pourquoi pas, c'est très honorable. Soit vous essayez de faire prévaloir vos idées et ce qui vous paraît bon, ce n'est pas tellement vos idées, ce qui vous paraît bon. Tout ça me paraît bon pour la Corse, alors je ne peux que me réjouir de ce que ça fonctionne. Après, les paternités, pas les paternités. Vous savez, en 2004, j'ai endossé la paternité de l'échec sur la collectivité unique. Personne, au lendemain du référendum, ne disait que c'était une bonne idée. J'étais, à mon avis, un des seuls. Alors, vous dites que ce n'est pas le bilan, ce n'est pas les rêves. Est-ce que les affaires, les auditions chez les juges, les mises en examen de vous, de vos proches, vous ne pensez pas que tout cela a pesé de façon très forte sur l'opinion ? Ça a pesé, et c'est quand même extraordinairement injuste, car vous dites les affaires, je dirais plutôt l'affaire, excusez-moi, parce que jusqu'à présent... il y en a plusieurs. Non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Les emplois fictifs, il y a les marchés publics, alors ça ne vous concerne peut-être pas directement vous, mais c'était votre majorité. Alors on va en dire un mot, les marchés publics. Non, mais sans rentrer dans les détails, c'est un ensemble. Il faut quand même en dire un mot, pas dire les marchés publics. Les marchés publics, j'ai mis en place un système effectivement de contrôle et d'enquête systématique de concurrence qui a donné un certain nombre de résultats. J'avais lu dans la presse il y a quelque temps qu'on me reprochait d'avoir favorisé 2 entreprises à propos d'un carrefour.
je ne sais pas si je les ai favorisés. En réalité, on les a écartés à la suite d'une enquête qui a été menée par les services de l'État à ma demande. Ils ont été écartés. Ils ont fait un recours au tribunal administratif et le tribunal administratif nous a donné raison. Je ne vois pas très bien en quoi ça constitue une affaire. C'est-à-dire qu'on m'accuse d'avoir favorisé des gens que j'ai écartés et écartés à bon droit à la suite d'une enquête que j'ai moi-même déclenchée. Je trouve que baptiser cela une affaire est un peu singulier. Et les emplois fictifs également. Les emplois fictifs, je n'ai pas entendu dire qu'il y en avait un. Et je ne suis pas en cause. Il y a 4 personnes mises en examen pour l'instant. Et quand dont 2 proches collaborateurs. Et quand on m'a demandé, non mais vous confondez autour et alentour, excusez-moi, il faut être précis. Oui, on a dit vous et vos proches, ou vos proches. Il y a des personnes qui travaillent au Conseil général de la Haute-Corse, qui ont été mis en cause, semble-t-il, pour des périodes qui... 5 ans après que j'ai quitté le Conseil général de Haute-Corse, et vous me dites, ce sont vos amis, ce sont vos proches, et une de ces personnes, au passage, c'est quelqu'un aux fonctions desquelles j'ai mis fin. Bon, pour le reste, quand il y a eu une phase de procédure consistant à demander la levée de mon immunité parlementaire, le dossier était tellement solide que je vous rappelle que l'Assemblée nationale et son bureau se sont prononcés à l'unanimité, pratiquement sans débat, ce qui est totalement exceptionnel. La solidarité de vos pairs. Ah non, voilà, la solidarité, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout dans 3 cas sur 4. Il y a un cas sur 4 où, effectivement, on refuse la levée, et ça donne en général lieu à des débats vifs, et j'ai assisté à plusieurs, et à des majorités très faibles. Là, c'est l'unanimité, c'est immédiat. Il n'y a pas eu de discussion. Alors, avant d'en venir peut-être à l'affaire la plus importante, celle des gîtes ruraux, toutes ces affaires, réelles ou pas, ont quand même contribué à nourrir les attaques de vos adversaires, et pas seulement de vos adversaires. C'est ça le problème. Vos amis aussi vous ont attaqué. C'était le but de la manœuvre. C'était le but de la manœuvre, je n'en disconviens pas. Mais enfin, j'entends des tas de gens qui ont fait des tas de critiques et qui eux-mêmes sont mis en cause. Bon, aujourd'hui, il faudrait peut-être arrêter de faire cette espèce d'amalgame permanent. Moi, je suis très heureux qu'il y ait un procès à la fin des fins, parce que je n'ai rien à redouter de ce procès entre nous, que d'être complètement lavé d'accusations qui ne tiennent pas en fait et en droit. Je l'ai d'ailleurs toujours dit, et tout ce qui s'est passé depuis a plutôt renforcé ma conviction. Comment vous l'abordez, ce procès, Paul Jacob? Pour la totale sérénité et une absolue confiance dans la justice. Parce que l'ordonnance de renvoi, elle est particulièrement sévère. C'est du juge. Elle parle d'un système dévoyé que vous auriez sciemment laissé fonctionner, parce que politiquement, vous en seriez le bénéficiaire. C'est quand même rude. Oui, mais c'est pas du droit. C'est pas du droit, c'est du romantisme. Ce sont des mots, ça n'a rien à voir avec le droit. Le droit, c'est de savoir... romantique, le juge Mendel? Je ne sais pas, mais c'est un ton inapproprié pour une ordonnance de renvoi. Excusez-moi de le dire, on a rarement vu ça. Et il faut se fonder sur des éléments de fait et de droit. Ce n'est pas le cas. Et on en apportera très facilement la démonstration. Voilà, maintenant, on ne va pas faire le procès à la place du procès. Moi, je me réjouis que ce procès... Sur l'affaire elle-même, je ne comprends pas. Vous dites, c'était le but de la manœuvre. Ça veut dire que le procès à la place du procès. On a suffisamment d'arguments. Bien sûr, mais problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un acharnement contre vous, que c'est une affaire qui a été dirigée contre vous? Non, je ne dis pas cela. Je dis qu'il y a eu un emballement médiatique à mon encontre qui n'est pas tellement la faute de la presse, qui a été alimenté de diverses manières. Mais vous savez, je constate tous les jours que ça concerne à peu près toute la France et j'allais dire toute la Corse. Mais quel est le but? Quel est le but de vous mettre en cause? Quel est le but de me mettre en cause? C'est un moyen... vous savez, de toute façon, plus vous êtes en vue, plus vous êtes mis en cause, etc. Donc je n'ai aucune paranoïa à cet égard. C'est vrai que ça a fait du mal politiquement, voilà. Maintenant, moi, j'ai rien à me reprocher, c'est ce qui est le plus important. Et sans parler de votre conscience. responsabilité directe, effectivement, les juges trancheront. Est-ce que vous étiez au courant de ces pratiques, de ces aides détournées de leur but initial? De la moindre chose, j'y aurais mis bon ordre, comme j'ai mis bon ordre à un certain nombre de choses. Pardonnez-moi. Mais enfin, c'est souvent difficile d'être au courant de choses qui concernent des documents qui ne vous sont pas présentés, qui ne sont pas signés par vous. Passons sur les détails. Le procès explicitera les choses. On vous aurait très abusé. Claires. Votre entourage vous aurait abusé. Je ne sais pas si mon entourage m'a abusé. En tout cas, il y a eu un certain nombre d'abus, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un élément que d'ailleurs vous aviez mis en avant pendant l'instruction. Mis en avant avec des éléments quelques pratiques vous avez échappé. Irréfutables. Il n'y a pas de solidarité avec les 23 autres prévenus qui seront là dans le tribunal correctionnel de Bastia. Si les gens ont connu. Alors après, on peut estimer que l'on exagère. S'agissant de personnes qui ont remboursé, etc., où les choses sont un peu plus compliquées que ça, où il n'y avait pas volonté au départ de frauder, etc. Ça, c'est un autre sujet.
Enfin, moi j'ai appris par la presse que cette histoire, qui représentait très peu de choses année après année, était un véritable problème. Si je l'avais su, j'aime autant vous dire, j'aurais fait le nécessaire. Vous maintenez que l'on a imité votre signature? Je ne maintiens pas, j'ai la preuve absolue qu'il ne peut pas en être autrement. Bon, tu vas dire, on ne va pas faire ici le procès. Voilà, si l'aventure, vous revenez aux responsabilités, ce sera avec le même entourage ou alors vous avez tiré un trait? Vous savez, chacun vieillit, moi aussi, donc arrêtons, l'avenir dira ce que l'on fera. Alors, parlons de politique. Paul Jacob, peut-être une dernière question sur ce sujet. Vous êtes toujours sous protection, on a pu le constater aujourd'hui, j'ai pu le constater l'autre jour à la radio. C'est lié à ces affaires, à ce climat? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi je suis... Vous savez, les affaires, encore une fois, ne parlez pas des affaires, parlez d'une affaire. Mais vous êtes sous protection, toujours? Oui, je suis sous protection, c'est pas un crime. Une dernière question. Mais vous êtes menacé? Je ne sais pas, il me semble que oui, puisque je suis sous protection. Sur le calendrier judiciaire qui place ce procès à 8 mois d'une élection importante pour vous, une élection nationale législative, il est pas tellement opportun si on le considère de votre part. Il n'y a eu aucune tentative d'autre part d'essayer d'obtenir un renvoi après les échéances nationales? Non, très franchement. C'est le moment. Vous êtes toujours aussi serein par rapport à ce moment-là? L'intérêt est à l'évidence que ça aille le plus vite possible et pas du tout que ce soit retardé. Franchement, c'est une évidence. D'autant que je suis quand même très, serein par rapport aux résultats me concernant. Donc voilà. Alors on parle de politique. La gauche est aujourd'hui un champ de ruines en Corse, on peut le dire. Elle a accumulé les défaites et semble encore groggy du résultat du mois de décembre. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que vous êtes revu avec vos partenaires de gauche depuis ce moment-là? Écoutez, la gauche est groggy, tout le monde est groggy. Vous pourriez en dire autant de la droite et vous pourriez en dire autant de beaucoup de gens. Voilà, il y a un échec, vous savez, c'est la démocratie, c'est ce que les Anglais appellent l'effet de balancier. Donc, le flux et le reflux, mais bon, ça ne vous empêche pas d'analyser la suite. Oui, bien sûr, mais enfin, moi j'ai tellement entendu dire dans ma carrière politique que c'était fini, c'était terminé, et puis j'ai vu des retours singuliers, dans tous les sens d'ailleurs, y compris à mon détriment, donc je crois qu'il ne faut pas y attacher beaucoup d'importance. Ce qui compte d'ailleurs, me semble-t-il, encore, c'est la Corse. Mais vous êtes revu à gauche depuis la défaite? J'ai revu un certain nombre de gens. Je politique. Moi, j'ai parcouru et sillonné le terrain. Je ne fais pas un communiqué de presse. La deuxième circonscription. Je ne demande pas 3 caméras chaque fois que je vais quelque part. Mais j'ai quand même vu beaucoup d'élus, beaucoup de responsables. Je me suis beaucoup déplacé au cours des derniers mois. J'ai fait en gros le tour, c'est vrai, de la circonscription, mais j'ai vu aussi d'autres gens. Et j'ai essayé de comprendre, de discuter avec les uns et les autres. Et d'ailleurs de poser une question fondamentale. Est-ce que vous pensez que je suis encore utile après tout? La réponse a été assez massivement oui. Je ne dis pas que ça m'a fait plaisir. Parce qu'après tout, on peut aussi aspirer à un juste repos. Mais ça a été la réponse générale. Il n'y a pas de volonté de votre part de s'imposer à l'Assemblée de Corse comme vous ne l'avez jamais voulu auparavant d'ailleurs non plus, être le patron de la gauche finalement. Parce qu'il y a une dislocation du groupe aujourd'hui. Il y a 2 membres, Delphine Orson et Antoine Otavi, qui vivent leur vie de manière indépendante. On sent bien qu'il y a quelques tiraillements au sein du groupe lui-même. J'ai réuni mon groupe hier soir, très agréablement et très sereinement. Et vous êtes le patron de ce groupe-là encore? Moi, je n'ai pas la vocation caporaliste. C'est clair, je n'ai pas la vocation caporaliste et dictatoriale. J'ai plutôt la vocation d'animation. S'agissant de l'Assemblée de Corse, que voulez-vous que je fasse? Un leader est nécessaire. Maria Guidicelli, il y a quelques semaines, en déplorait l'absence. Oui, mais attendez, chacun a son analyse. Moi, c'est mon tempérament. Pas être un chef charismatique, en tout cas de ne pas être un dictateur et de ne pas imposer aux autres un certain nombre de choses et de ne pas juger qu'une idée, parce qu'elle vient de quelqu'un d'autre, voire de l'autre bord, est mauvaise. A priori, elle peut être excellente. Elle peut correspondre à ce que je pense. À l'Assemblée de Corse, quel est le but de la manœuvre pour votre serviteur? C'est pas que les choses ne marchent pas, c'est qu'elles marchent, que la Corse fonctionne, que la Corse aille mieux. Quand je vois aujourd'hui qu'on reprend très exactement tout ce qui a été prévu auparavant, je m'en réjouis, je ne vais pas m'en plaindre. Raison de plus pour incarner le renouveau, enfin le retour. Mais le retour, ça fait un peu le retour de Dark-Vador ou de je ne sais pas quel personnage sombre, et donc ce n'est pas la vocation à être ça. On sent effectivement une certaine distance vis-à-vis de l'Assemblée de Corse, de la collectivité territoriale. Comme si votre priorité était avant tout le mandat de député. Non, je n'ai pas de priorité particulière. Vous savez bien que si j'avais eu comme vocation d'avoir une vocation nationale, j'aurais fait d'autres choix à un moment donné.
J'ai fait le choix inverse, donc ça, on peut me faire tous les reproches du monde, mais certainement pas de préférer une carrière nationale à une carrière locale. S'il y a quelqu'un en France qui ne puisse pas se faire opposer ce reproche... Oui, mais enfin, on ne peut pas me faire reproche d'avoir préféré la Corse, de ne pas avoir préféré la Corse à un mandat national. Ça, alors, je vous assure que ça ferait rigoler beaucoup de gens, en tout cas à Paris, et qui s'en sont étonnés d'ailleurs. À gauche et à droite. Les gens me disent, mais pourquoi tu n'as pas franchi un pas à un moment donné? Ben, je le dis parce que j'étais attaché à la Corse et que je le suis toujours. Vous savez, je ne suis pas un type compliqué. Je suis d'ailleurs pas né en Corse. Je suis né à Courbevoie. Les hasards, mes parents, en fait, je suis né à Courbevoie. Mes sœurs sont nées à Vénaco, mais moi, à Courbevoie. Mais je serai enterré à Vénaco. Donc, je veux dire, voilà, c'est la vie, elle est là. L'attachement, il est là. La racine, elle est là. On ne peut pas se transplanter facilement et considérer la Corse comme une espèce de marchepied, de tremplin, etc. Ben, sinon, j'aurais fait tout à fait autre chose dans ma vie publique. Alors, on l'a dit, il n'y a plus de leader en Corse, mais il y a beaucoup de tendances. Alors, il y a les républicains, purs et durs, il y a les progressistes, il y a les attentistes. Le dénominateur commun, à part la reconquête du pouvoir, c'est quoi à bon, la gauche? reconquête du pouvoir n'est jamais un bon dénominateur commun. D'abord, on ne conquiert pas le pouvoir, objectif. on se rend digne d'un travail, etc. J'ai horreur de ce vocabulaire militaire politique, c'est aussi s'adressant à la chose victoire. publique. Eh ben, je suis peut-être pas doué, ben oui, mais j'ai gagné assez souvent dans ma vie publique. Mais je n'ai jamais dit j'ai conquis, j'ai pris d'assaut, etc. Bon, j'ai essayé de convaincre mes concitoyens, ce qui n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, ben, il faut penser des projets forts, mais on dit toujours des projets alternatifs. Encore une fois, ce que revendique aujourd'hui la majorité territoriale, pour partie, c'est moi qui l'ai favorisé, et c'est moi qui l'ai encouragé, et c'est moi qui l'ai rendu possible. Donc je ne vais pas dire que c'est pas bien. Il faut être extrêmement logique. Je ne vais pas aujourd'hui dire que la collectivité unique, ça n'est pas bien. Je continue à dire que c'est bien. Je continue à dire que ça aurait dû être accompagné d'une loi spécifique sur la Corse, et on voit bien, et même d'une modification de la Constitution. Et donc ça reste un objectif de fond, et d'ailleurs relativement commun avec une large majorité de l'Assemblée de Corse, aujourd'hui comme hier. Pour poser la question de Jean Vitus autrement concernant la refondation de la gauche, est-ce qu'on peut réconcilier un jour François Tatte, Jean-Charles Orsucci, Emmanuel De Gentil, Anthony Alessandrini? Vous savez, on a réconcilié dans la vie publique bien plus que ça. Non, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que sur ce sujet-là, il y a une pédagogie de l'échec? Est-ce que si la gauche était allée unie, ou si demain elle va unie, elle aura plus de chances de l'emporter? Ça me paraît relativement logique. Je vous rappelle que la liste que je conduisais est arrivée en tête au premier tour. Bon. Et le problème, et comme je le redoutais, qu'un certain nombre d'autres listes ne faisaient pas les 5%. Et que du coup, ça rendait les choses un peu plus difficiles, et que quand on n'y est pas, eh ben, effectivement, on peut avoir des réactions de rancœur ou de déception. Je ne parle pas des gens qui dirigent, je parle des gens qui votent, bien entendu. Oui, il faut essayer de rassembler, Mais moi, je ne me suis jamais vu de manière sectaire. C'est-à-dire, je ne me suis jamais vu... Alors, je suis un homme de gauche, c'est vrai, mais je ne me suis jamais vu dans une sorte d'orthodoxie précise et rigoureuse de la gauche, de la droite, du centre ou d'autres choses. Mais vous êtes obligé quand même d'avoir un socle commun, parce qu'on voit en cas de défaite, après, ça part dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens, et bien vous verrez au législatif. Il n'y a que le pouvoir qui solidarise. Non, il n'y a pas que le pouvoir qui solidarise. Vous savez, moi j'ai vu beaucoup de solidarité se manifester, y compris lorsque non seulement on n'était plus au pouvoir, mais que tout le monde indiquait qu'on n'avait aucune chance d'y être jamais. Donc voilà, c'est tout ça, ce sont des mots. Vous dites, on verra au moment des législatives. Vous avez des assurances quant aux investitures, parce qu'elles seront données nationalement, j'imagine. Pour ce qui vous concerne, vous serez candidat dans votre circonscription de Haute-Corse. Ça, c'est pas un scoop quand même. Non, ça j'imagine. Mais l'investiture, oui, voilà. Écoutez, non, pas toute la gauche, puisque j'imagine que le Parti communiste aura son candidat, et puis qu'il peut y avoir des dissidences ici ou là. Enfin, les investitures nationales, vous les chercherez? Je ne les chercherai pas, puisqu'elles sont acquises. Alors, parlons de la collectivité territoriale et de ses nouveaux dirigeants. José Ross, il disait ici, il y a quelques semaines, que les nationalistes avaient ringardisé la classe politique traditionnelle. Vous partagez cet avis? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ils ont introduit une certaine modernité qui n'existait pas auparavant. Tant mieux, c'est une excellente chose. Je ne sais pas si vous partagez. Et quelle modernité n'existait pas? Quelle modernité n'existait pas? Le fait de ne pas assez tweeter, le fait de ne pas assez utiliser les réseaux sociaux, ça peut être, mais c'est quand même... Peut-être tout simplement en phase avec son temps. Mais Twitter en fait partie, etc. Et d'autres pratiques politiques je sais tweeter aussi depuis très longtemps. J'ai, je crois, 6000 abonnés à Twitter. Peu importe. Je n'essaie d'ailleurs pas de gonfler les choses artificiellement ou
de renforcer les choses. Non, je crois que José Ross a tort de dire qu'on a ringardisé la vie politique. Il y a des gens modernes de tous côtés, il y a des gens archaïques de tous côtés, rassurez-vous. Vous avez eu quand même la dent dure à 2 reprises à leur égard. J'ignore si c'est du vice ou de l'incompétence. Je cite, une manière de gouverner presque manipulatoire, une gouvernance par l'intention, la communication, le spectacle. C'est un peu malheureusement la vérité. Ce n'est que ça. Non, ça n'est pas que ça. Attendez, d'abord, gardons-nous et même moi-même, je dois me garder de réactions. D'abord parce que je n'ai pas d'ennemis. J'ai des adversaires politiques, mais il se trouve que parmi les adversaires politiques, il y a beaucoup de gens, on peut pas dire la quasi-totalité, pour qui j'ai des sentiments de sympathie. Et parfois, vous le savez, de véritables amitiés, en dépit des oppositions politiques. Ça existe au plan national comme ça existe au plan local. J'ai au plan national quelques amis de l'autre côté de l'échiquier, et c'est pas les moindres amis que j'ai, à titre personnel, à titre affectif. Idem dans la classe sportive. D'ailleurs, on a vu quelques proximités avec Jean-Guy Talamogne sous la dernière mandature. Ne confondez pas la vie politique et, je parlais de politique. Et la relation personnelle et amicale. Et l'intérêt de discuter ensemble parce que... Sur certains votes, il y a eu des proximités sous la dernière mandature. Et ça, vous poserez la question à Jean-Guy. En tout cas, il n'a pas été guidé par des considérations personnelles et amicales, mais par sans doute un raisonnement politique qui d'ailleurs a été chaque fois exposé de manière très claire et très nette. Voilà. Donc moi, je n'ai pas d'opposition particulière. Maintenant, quand je vois, par exemple, lors de cette session... On nous a présenté jusqu'à présent l'idée qu'il y avait un nouveau contrat de plan. Bon, le contrat de plan a été signé en 2015. Il est d'ailleurs pas mal. Bon, là, il y a une espèce de papier, de protocole qui autorise à négocier sur l'idée que l'État donnerait éventuellement une contrepartie de 5 millions d'euros pour une politique d'aménagement du territoire si la collectivité en ferait autant. C'est peanuts. Ça n'est rien. Et d'ailleurs, il n'y a rien de fait, parce que figurez-vous que ça se décidera en 2017, plus sûrement qu'avant. Bon, et qu'on dit, voilà, on a apporté la révolution. Je trouve ça un peu fort de café. Bon, je ne veux pas en faire un drame, mais tant mieux d'ailleurs si on obtient 3 sous de plus ici ou là. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de fracture aussi au moment où, lors des premières sessions, a été mise en avant les impayés, l'ardoise de 100 millions d'euros? Oui, écoutez, l'ardoise, elle me semble avoir singulièrement dégonflé, parce qu'au fond... On n'a toujours pas le rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais la réalité, c'est quoi? Je l'ai expliqué, et je l'expliquerai encore, et je le démontrerai encore, et puis d'autres le démontreront pour moi. La Corse a été confrontée à des difficultés budgétaires, la collectivité territoriale de Corse comme les autres. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'y avait pas d'impayé pour l'activité économique. Il y a eu un décalage sur un certain nombre de paiements qui devaient se faire aux communes, décalage d'ailleurs de fort peu de temps, vous le verrez. Et qui a obligé la collectivité territoriale à faire un gros emprunt. Non, et hypothéquer ainsi son avenir. Non, la collectivité n'a pas fait un gros emprunt. La collectivité a fait un gros emprunt parce qu'il fallait sortir de l'emprunt toxique. Dans ma mandature, la collectivité a fait un gros emprunt pour sortir de l'emprunt toxique. En face de ce gros emprunt pour l'emprunt toxique, il y a eu l'attribution par arrêté en novembre 2015 de sommes considérables, plus de 100 millions d'euros, permettant de compenser ce gros emprunt. Je parle de l'emprunt voté au dernier budget. L'emprunt voté au dernier budget, nous en discuterons et nous en rediscuterons. Je crois que si il a été justifié en tout cas par la majorité actuelle, par l'ardoise. Oui, il a été justifié par l'ardoise. Mais enfin, excusez-moi, mais alors pourquoi était-il nécessaire d'augmenter les dépenses de personnel, leur faisant faire un pic tout d'un coup? Bon, je crois que ne faisons pas le débat budgétaire qui va avoir lieu. Enfin, il faut quand même être un peu sérieux dans la vie. On attend le rapport de la Chambre régionale. On accorde et les commentaires qui y seront. Puisqu'on parle de finances, Manuel Valls a annoncé jeudi dernier, lors de l'Assemblée générale des régions de France, un transfert de TVA au profit des régions. Ça ne concerne pas seulement la Corse, mais en échange, la DGF sera supprimée. Est-ce que vous en savez plus, en particulier sur le calcul, le montant de ce transfert? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, est-ce que ce sont des sommes égales aussi D'abord, rappelons le contexte. C'est la Constitution de la France, telle qu'elle a été modifiée sous la présidence de Jacques Chirac, qui prévoit que les collectivités doivent avoir des ressources essentiellement fiscales. Bien. Donc si on va dans ce sens, c'est très bien. Deuxièmement, il ne s'agit que de quelque chose de tout à fait partiel, puisque c'est une défraction de DGF, et c'est 335 millions, 350 millions d'euros pour l'ensemble de la République. Bon. Donc c'est pas quelque chose d'absolument fondamental par rapport aux milliards d'euros que constituent évidemment les transferts de l'État, même s'ils ont diminué, en faveur des collectivités territoriales. Troisièmement, j'admire Manuel Valls, qui en ce moment passe son temps à prévoir ce qui va se passer en 2018.
Bon, excusez-moi, là, c'est une mesure qui sera votée en 2017, en fin 2017, et qui sera mise en œuvre éventuellement dans le cadre de l'année 2018. Très bien. Alors, quant aux modalités, je suis très patient, impatient et prudent. Parce que, sur le principe, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que la TVA, c'est plutôt quelque chose qui évolue favorablement. Bon, sauf que si vous avez à un moment donné une récession, elle évolue défavorablement. Il faut quand même garder ça présent à l'esprit. S'il y a une récession, la TVA baisse. S'il y a moins d'activité à un moment donné, la TVA baisse. Il faut faire aussi un peu attention là-dessus. D'autre part, c'est un impôt complexe. Il n'y a pas que la récession qui peut agir sur la TVA, il peut y avoir aussi des modifications du système de TVA. Et puis, il faut savoir de quelle base de départ on va partir. Et dans le meilleur des cas, on partira d'une base de départ égale, et d'ailleurs, qui actuellement a plutôt tendance à diminuer. Vous craignez qu'il s'agisse d'un marché de dupes ? Non, pas du tout. C'est une chose qu'il faut faire, qui est utile, que l'on a demandé et qui est dans la Constitution. Maintenant, Dieu est dans les détails, et malheureusement, le diable aussi, dans ce genre d'affaires. Juste une dernière question très rapidement avant de passer au débat. Vous allez co-signer une proposition de loi avec les autres députés corses sur la fiscalité, en particulier la fiscalité du patrimoine. Où en est le texte ? Vous avez obtenu le délai de 10 ans Attendez, pour le moment, il y a des discussions qui ont été entamées entre le cabinet du Premier ministre et les députés de la Corse. Ces discussions vont se poursuivre. Pour le moment, la balle est dans le camp du gouvernement qui doit répondre et proposer, à partir des propositions que nous avons faites, proposer un certain nombre d'aménagements. On souhaite que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Mais là aussi, Dieu et le diable sont dans les détails. Donc voilà, moi je multiplie les contacts au niveau du gouvernement sur ce sujet, et j'espère bien que nous obtiendrons... Vous avez confiance ? J'ai confiance à partir du moment où des ministres, et notamment un excellent ministre du budget qui s'appelle Christian Eckert et qui n'est pas des plus commodes au chapitre des finances, a l'air de vouloir régler ce problème. Je suis confiant. Maintenant, je sais aussi qu'il peut vouloir le régler à minima. Et là, je suis prudent. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Place maintenant au débat avec votre contradicteur. C'est un élu territorial, d'opposition comme vous, mais lui, il fait partie du groupe Le Rassemblement. Jean-Martin Mandolone, il nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Jean-Martin Mandolone, et merci de votre venue. Vous avez 10 minutes pour débattre avec Paul Jacob. Je précise que peut-être vous vous retrouverez ensemble lors des législatives, puisque Jean-Martin Mandolone est candidat à la candidature. Bonsoir, Paul Jacob. Bonsoir. Est-ce que vous savez qui a écrit les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain ? Eh bien, vous me posez une colle, monsieur le proviseur et monsieur le professeur, et je ne sais pas qui a écrit ça. C'est Marcel Proust. Donc, j'ai pu voyez, comprendre ça, que vous étiez... Alors là, c'est un piège vicieux. Non, pas du tout. C'était moins destiné à vous mettre en difficulté qu'à guider un peu notre échange. Tant il est vrai que vous cultivez les paradoxes et donc que vous nourrissez un peu les ambiguïtés. Tant il est vrai que, en dépit de ce que vous avez annoncé il y a quelques minutes, vous dites « je ne suis pas un type compliqué ». On se connaît assez peu finalement, et je crois que la Corse vous connaît assez peu. Vous nourrissez, en tout cas, je ne parle évidemment que du personnage public, beaucoup d'ambivalence, à mes yeux, aux yeux du plus grand nombre. Vous êtes celui à la fois qui est capable d'écrire des billets extrêmement percutants sur le système monétaire international, mais qui s'est avéré... incapable, ou si peu, de gérer des grandes collectivités comme le Conseil général de Haute-Corse ou même la collectivité territoriale de Corse. Vous assénez ça avec beaucoup d'assurance, mais... Je vais finir si vous permettez, monsieur le député. Vous êtes aussi celui, homme de gauche, éclairé, qui est capable de jeter, malgré vos idées progressistes, un voile d'ombre sur la démocratie, puisque vous êtes... en dépit de certaines assertions, à la tête d'un système qui a considérablement confisqué la démocratie, en tout cas qui a poussé un système à son paroxysme. Vous êtes en même temps, je crois, un véritable visionnaire, et vous n'avez pas vu venir la défaite, vous n'avez pas vu que tout cela est en train de craquer. Oui, vous disiez encore il y a quelques minutes, j'ai vu beaucoup d'élus. Vous semblez ne pas avoir compris qu'aujourd'hui, on s'adresse davantage au peuple qu'à leurs représentants. En un mot commençant, Monsieur Jacob, j'ai envie de vous poser la question, qui êtes-vous ? C'est une question très intéressante, mais on n'est pas là pour ça et pour s'exhiber. Je vais reprendre point par point. Je suis incapable de gérer une collectivité. Alors vous verrez le bilan financier de la collectivité territoriale à l'arrivée, et vous verrez au départ. Et il y a quand même une différence considérable. Je vous rappelle quand même qu'à l'arrivée, nous sommes débarrassés de l'emprunt toxique qui a coûté 100 millions d'euros pendant
la mandature. Nous nous sommes débarrassés de toute une série de problèmes qui pesaient sur la collectivité territoriale et nous avons conservé les grands équilibres. Excusez-moi, dans des conditions où il a manqué en même temps aussi une centaine de millions d'euros en termes de diminution de la DGF. Et ceci sans augmenter sensiblement l'emprunt et sans augmenter du tout d'ailleurs la fiscalité. Bon, je suis incapable de gérer, dont acte, mais tout de même, les chiffres sont là et les réalités sont là. Pour un incapable, c'est pas mal. Vous me dites que je suis incapable de gérer un département, je m'excuse de vous répondre très simplement. Et moi, je ne porte de jugement sur rien. On me dit qu'il y avait beaucoup trop de personnel et qu'il y en a toujours beaucoup trop. Il y en a 1500 en Corse du Sud, il y en a 1100 en Haute-Corse. Les chiffres n'ont pas beaucoup changé au fil du temps. Et vous vous attachez à dire que là où on a commis des fautes, c'est chez l'un et pas chez l'autre. Bon, la paille, la poutre, etc., etc. Donc tout ça ne me semble pas très sérieux. Vous me dites que je vois les élus. Oui, je vois les élus, mais figurez-vous que quand je vois les élus, je vois aussi tous ceux qui sont avec eux et beaucoup d'amis qui ne sont pas élus. Ou beaucoup de gens qui ne sont pas élus, et puis pas que des amis, des gens qui vous apportent la contradiction, ou même d'ailleurs les amis, c'est en général eux qui apportent la plus grande contradiction. Voilà, je crois que, vous savez, moi je suis pas, alors vous me dites je suis quelqu'un de compliqué, j'apparais peut-être comme quelqu'un de compliqué parce que justement, je ne fais pas tout à fait les choses comme tout le monde. Par exemple, je ne suis pas un opposant systématique, et quand il y a des choses qui vont bien, je le dis de manière très naturelle. Je n'ai pas de rancœur envers tel ou tel, parce que je sais bien que dans la vie publique, il n'y a ni cœur ni rancœur, même s'il y a parfois un peu de cœur, et c'est vrai que, je le disais à l'instant, j'ai plutôt de l'affection, de la sympathie pour un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément mes amis politiques, et je pense que parfois c'est réciproque. Donc je ne suis pas exactement dans le moule. Je ne rêve pas la nuit d'entrer dans un gouvernement, et j'ai préféré à un moment donné, plutôt que de rentrer dans un gouvernement, être peut-être plus proche de la Corse, parce que ça me paraissait à ce moment-là, et ça me paraît encore largement plus utile et plus efficace. Voilà. Effectivement, je n'ai pas ce raisonnement simple et simpliste qui fait que finalement, on vous dit « Ah, il est original et peut-être imprévisible, etc. » Mais voilà. Ce n'est pas vouloir se distinguer, c'est vouloir être soi-même, tout simplement. Maintenant, j'ai une vie privée, je la garde, et puis c'est tout à fait normal pour elle. D'ailleurs, rien d'extraordinaire, hein. Elle est très agréable, elle est très, très belle, mais enfin, c'est vrai qu'elle réserve relativement peu de surprises, à part qu'elle est particulièrement heureuse, je dois le dire. Jacobi, nonobstant une vie privée sur laquelle, évidemment, il n'est pas question de s'appesantir ce soir, en dépit de votre mot un peu dédaigneuse et de cet aplomb un peu qui caractérise votre style massif. Vous savez, à l'heure de la vérité, il y a le rendez-vous des chiffres. Et moi, j'ai l'habitude de dire, les chiffres, vous savez, c'est un peu comme les hommes. À force de les torturer, on leur fait dire un peu n'importe quoi. Élaborer du mensonge. Sauf qu'il y a certains chiffres qui sont comme certains hommes, inflexibles et qui délivrent leur part de vérité objective. Vous ne pouvez pas nier que durant les 5 ans qui ont caractérisé votre gouvernance, les chiffres émanant des masses personnelles ont considérablement évolué. Vous ne pouvez pas nier que la capacité d'endettement s'est dégradée, même si on peut encore emprunter. Vous ne pouvez pas nier que durant la mandature qui a caractérisé votre présidence au Conseil général de Haute-Corse, là où on investissait 1 euro dans un canton qui était de votre obédience, on investissait jusqu'à 3 fois moins dans les cantons qui n'étaient pas de votre allégeance. Ça, c'est absolument faux et ça a été démontré. Sauf que les chiffres sont absolument faux et ça a été démontré. Nous n'allons pas nous lancer dans une bataille de chiffres. Vous savez que ça intéresse assez peu. Et ça a été démontré. Alors, n'affirmez pas quelque chose qui est faux. Les chiffres excusez-moi de vous interrompre. Un jour, un conseil général a prétendu qu'il avait moins de crédit routier, c'était Ange Fratigel, beaucoup moins que tel autre, et on lui a démontré le contraire par A plus B. Et chaque fois qu'on a essayé de faire ce procès, on a échoué à Je vais vous faire une confidence privée. Je suis cycliste. Il m'arrive de sillonner les routes de Haute-Corse à vélo.
et je fréquente le canton de Montdidier-Vert. Vous ne pouvez pas nier que ce canton que vous citez... Eh bien, on y a investi de montant plus que dans bien d'autres cantons, en tout cas infiniment plus que celui de Vénaco. Toute chose étant relative par ailleurs, les cantons, les micro-régions dans lesquelles vous êtes particulièrement investi électoralement ont fait l'objet de plus de crédits. Les chiffres, c'est vous-même qui le dites, les chiffres sont têtus. Ils ont la vérité irréfutable. De cycliste. Vous déduisez de votre impression de cycliste et de votre sentiment de cycliste les budgets qui ont été attribués à tel ou tel canton. Moi, je vous cite des chiffres qui ont été publiquement débattus et qui disent le contraire. Alors, chacun préférera de se fier à ses intuitions de cycliste et d'autres aux chiffres tels qu'ils sont. Mais dites-moi que c'est une impression, ne me parlez pas de chiffres irréfutables. Sauf c'est la réalité. Derrière le cycliste, vous voyez, le problème, c'est que vous avez une si haute opinion de votre propre opinion que vous en finissez par oublier que vos interlocuteurs, vos contradicteurs ont aussi une capacité d'analyse, qui a été débattue bien des fois. Oui, sauf que les mêmes chiffres ont été analysés, ont été critiqués par un certain nombre d'organismes, par des bureaux d'études, par la Chambre régionale des comptes, jusqu'à la Cour des comptes. Est-ce que la Chambre régionale des comptes ou la Cour des comptes, vous mets au défi on dit qu'on favorisait tel ou tel canton par rapport à tel autre? Jacob, je vous mets au défi. Il n'y a jamais eu un je mot vous mets là-dessus. défi dans un débat public, technique. Vous ne pouvez pas nier, notamment au regard des débats récents à la collectivité territoriale de Corse, où vous étiez particulièrement absent du reste, que vous avez laissé une ardoise de près de 100 millions d'euros. Alors vous nous expliquez très benoîtement qu'il s'agit de retard. C'est pas moi qui le dis. Ce sont à la fois les propres fonctionnaires qui étaient sous votre autorité. Ce sont la Chambre régionale des comptes. C'est un bureau d'études. Comment vous pouvez continuer à nier de façon aussi benoîte, aussi tranquille, aussi sereine des chiffres qui, deuxièmement, la Chambre régionale des comptes ne le dit pas. Deuxièmement, excusez-moi, monsieur, elle ne le dit pas. Deuxièmement, ce qui est dit également, et c'est absolument incontestable, vous me parlez d'une ardoise de 100 millions, on en débattra longuement, mais excusez-moi, moi j'ai dû me coltiner l'empreinte toxique qui a coûté 100 millions d'euros à la collectivité. 100 millions, et ça, ce sont des faits démontrés, exacts et précis. J'en suis sorti, tant mieux, nous en sommes sortis collectivement. Tant mieux, mais enfin, ça n'a pas été sans mal et ça a été extrêmement difficile. Ce sont des chiffres absolument incontestables. Mais ces chiffres-là, ces mêmes chiffres-là que vous dites irréfutables, ont été critiqués, analysés, objectivés par des tierces. Très vite, Jean-Marc Mandela, je ne veux pas vous laisser continuer à évoquer de façon aussi sereine. La Chambre régionale des comptes avait affirmé que j'étais sectaire dans l'attribution des crédits au conseil départemental. Je vous mets au défi de citer un mot, une virgule, une phrase qui dit ça dans les rapports de la Chambre régionale des comptes ou de la Cour des comptes, que ce soit à la collectivité territoriale ou que ce soit au conseil départemental, l'autre corps. Je vous mets au défi de me citer un mot, un chiffre. Derrière les chiffres, il y a une vérité objective. Vous venez de citer des sources implacables et objectives que vous ne pourrez pas continuer à nier plus longtemps, Paul Jacob. Mais vous affirmez des choses que les électeurs ne sont plus... Vous êtes incapable de... Vous venez de dire la Chambre et la Cour ont dit ça, ont écrit ça. Quel jour, quel rapport, quelle page, quelle année? Jacob, le monde a changé. Les électeurs ne sont plus aussi naïfs qu'hier. Ils ont leur propre capacité d'analyse objective. Non mais attendez, vous citez des sources. Vous citez la Cour des comptes. Comment a-t-elle dit ça? Comment a-t-elle dit ça? Vous avez donc raconté des cracks à l'instant. Vous pouvez continuer à faire le pari de celles et ceux qui croient en vous. Vous ne pouvez plus parier sur la mauvaise foi, Paul Jacob. Mais là, vous êtes un exemple de mauvaise foi comme rarement j'en ai vu. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, et je le ferai par écrit, de me citer le rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, qui met en cause l'égalité de traitement entre les cantons. Je ne manquerai pas de relever ce défi. Eh bien, oui, mais vous aurez du mal parce que ça n'est pas marqué. Non, rendez-vous prochainement. Merci d'avoir débattu de façon très courtoise, même si vous vous êtes dit un certain nombre de choses. Nous allons maintenant entamer la troisième partie pour assister au débriefing avec mes deux confrères. Il nous reste 8 minutes d'émission. Alors, ce sera Roger Antèche pour son retour qui ouvrira la session. Je reste muet si je comprends. Roger Antèche, alors, est-ce que Paul Jacob vous a convaincu par son propos? Alors, moi, je voudrais revenir sur deux points. D'abord, j'ai trouvé assez modéré sur la dislocation de la gauche ou les problèmes de la gauche. Je me dis qu'il y a peut-être une pédagogie de l'échec qui est à l'œuvre. Et donc, qui augure peut-être un redressement, peut-être pas pour l'échéance de 2017, si elle a eu en 2017, mais pour d'autres. En revanche, on n'a pas parlé de système Jacob. Moi, je parlais plutôt d'une méthode de défense de Paul Jacob.
que ce soit en matière de politique ou lorsqu'il est confronté à des affaires judiciaires. C'est une méthode qui est assez régulière et récurrente dans le discours, avec une souveraine assurance, une absolue sérénité. On la retrouve, elle revient souvent dans le débat. Elle peut passer parfois pour de la suffisance. Hein. Quand on me dit que la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes a mis en cause mon équanimité dans la distribution des crédits, ça n'est pas vrai. Je suis obligé de le dire. Je parlais surtout de justice. Voilà. Il me disait que finalement, le calendrier qui vient, qui s'ouvre à vous, est un calendrier électoral qui est quand même assez perturbé par la justice, avec ce procès qui arrive. Perturbé, bien au contraire. Mais moi, parce que vous êtes éclairé, heureusement, par la justice. Je pense qu'on le voit aussi, que c'est un moment charnière de votre vie politique. Je ne parlais pas de carrière politique, parce qu'il est clair que vous avez bien dit que vous n'avez pas fait le choix de la carrière politique nationale. Et je me dis que peut-être pour la première fois, vous êtes confronté quand même à quelque chose d'assez vital dans le cadre de cette vie politique. C'est pour la première fois peut-être la suite de votre vie politique ne dépend plus seulement du verdict des urnes, mais elle peut dépendre aussi dans les semaines qui viennent du verdict des juges. Et je ne peux pas penser que vous n'êtes pas préoccupé aujourd'hui par ce sujet-là. Parce que j'ai confiance dans la justice, je connais le dossier, j'ai appris beaucoup de choses en lisant tout cela, et donc je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Bien au contraire, je me réjouis de ce que ça vienne maintenant. Patrick ? Alors, Paul Jacob, comme d'habitude, a fait preuve d'assurance, de confiance en lui, trop peut-être, de sérénité face à l'adversité. Mais aujourd'hui, à mon sens, cette sérénité confine au déni, à la méthode Coué, car en fait le constat est là, déjà affaibli Paul Jacob par la défaite de décembre 2015, avec une gauche en totale décomposition. Votre avenir, monsieur le député, semble aujourd'hui compromis, ou en tout cas pour le moins compliqué, hypothéqué qui plus est par un procès à venir, celui des gîtes ruraux. Alors sur ce point judiciaire, les juges jugeront, trancheront. Pour le reste, la reconquête politique apparaît difficile, je l'ai dit, car votre image, Paul Jacob, est en effet écornée, malgré tout, malgré vos dénégations. Alors, Paul Jacob peut-il encore être le leader incontesté de la gauche, même élargi? En a-t-il seulement l'envie? J'ai des doutes sur votre capacité à vouloir aujourd'hui reconquérir le pouvoir régional. J'ai le sentiment que votre priorité reste de sauver votre mandat de député en juin prochain aux législatives. Alors Paul Jacob, il dénie, fausse assurance, vous répondez? Il dénie de fausse assurance, mettez-vous à ma place un instant. Bon. Je n'ai pas commis de crime ou de délit, je suis un honnête homme, il y a un dossier qui est vide au plan juridique et au plan des faits, et j'apporte les démonstrations contraires. Et j'ai confiance dans la justice parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas... Mais vous êtes affecté par ces attaques, même injustes, même si elles sont injustes? Chacun est affecté, bien entendu. Affecté parfois, affecté réconforté, parfois aussi. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, mes pairs à l'Assemblée nationale considèrent unanimement de gauche, de droite et du centre, y compris des gens avec qui je n'ai pas de proximité particulière, considèrent que je suis au-dessus de tout ça, quand je vois que la manière dont je suis traité au plan national fait fi de tout cela en insistant bien et presque en le faisant exprès, de manière à bien montrer quel est leur sentiment à mon égard, je suis parfois réconforté. Voilà, quand on met en cause votre honneur, quand vous avez toute une vie d'honnêteté, quand vous avez poussé le vice de la manie presque de l'honnêteté jusqu'à faire attention quand vous envoyez une lettre et quand vous êtes dans une fonction de l'envoyer avec vos propres timbres, ou de l'envoyer quand vous louez l'été une voiture pour ne pas avoir utilisé en vacances la voiture de fonction, quand vous faites attention à tout, quand vous recevez à la maison, même pour l'exercice de vos fonctions, ce qui peut arriver, vous faites attention à payer par vous-même les factures, lorsque rien ne peut être reproché à cet égard au plan personnel d'aucune sorte, se voir accusé lorsqu'on a le sentiment qu'on est véritablement une sorte presque de maniaque de l'honnêteté, se voir accusé de malhonnêteté, même indirecte.
même indirecte, personne ne me reproche d'avoir jamais reçu un sou directement. On est touché. On est touché, pourquoi? Parce qu'on se dit, comment se fait-il qu'on puisse penser ça de moi, mais au regard d'éléments qui n'existent en tout cas pas sur ce point-là. Vous êtes un homme blessé aujourd'hui? Non, bon, vous savez, on a le cuir dur quand on fait de la politique, donc il en faut beaucoup pour être blessé. Justement, sur... Mais voilà, quant au fait de dire je veux sauver mon siège, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, de toute façon, d'abord en politique, on est toujours battu à la fin, et ensuite, on est battu par la mort, quoi qu'il arrive. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis j'ai ma vie. C'est pas grave. La pire des infamies qui puisse arriver à un élu, c'est l'inéligibilité que le juge peut décréter. C'est pas forcément la pire infamie, parce que dans un certain nombre de cas, ça s'est vu dans le passé, c'est quelque chose qui leur est appliqué, mais qui est parfois injuste. Je pense à un collègue comme Henri Emmanuelli, qui a été un jour mis en inéligibilité parce qu'il avait fait des choses. Je pense à Alain Juppé, qui avait des faits d'ailleurs personnels à se voir reprocher, c'est-à-dire des avantages, je ne vais pas revenir sur le procès, et qui s'est fait opposer d'abord 10 ans, puis ensuite 1 an d'inéligibilité, et qui revient aujourd'hui. Vous avez surtout couvert Jacques Chirac à l'époque. Écoutez, quand il avait occupé un appartement et fait faire des travaux dans l'appartement ou fait attribuer des appartements en réduction de loyer assez très proches, on ne peut pas dire que c'était à la demande de Jacques Chirac. Bon, mais ça a été jugé à la mesure de ce que c'était, c'est-à-dire pas grand-chose, et sans altérer un homme dont les qualités d'homme d'État, le sens de la responsabilité ne fait de doute pour personne, ni d'un côté ni de l'autre de l'échiquier. Juste une dernière question, Paul Jacob, on arrive à la fin de l'émission. Le débat politique est rude, il est parfois sur d'autres terrains, vous venez de le dire. Si vous échouez en juin prochain, vous retirez de la vie politique? Vous continuez? Écoutez, on verra. D'abord, je suis très loin d'avoir échoué. Je suis aujourd'hui candidat. Vous savez, qu'est-ce que je dis aux gens? Est-ce que j'ai été un bon ou un mauvais député? C'est à vous de me le dire. Est-ce que j'ai été un bon ou un mauvais député? Apparemment, pas grand monde ne me dit que j'étais un mauvais député. Même pas mon contradicteur de tout à l'heure, qui place les choses sur d'autres terrains, et d'ailleurs des terrains qui manifestement ne maîtrisent pas, en citant des sources qui n'existent pas. Peu importe. Est-ce que j'ai été un bon ou un mauvais député? Est-ce que j'ai bien représenté les intérêts de la Corse? Il me semble que oui. Est-ce qu'au plan national, j'ai fait mon boulot? Est-ce que j'ai été, dans le domaine des affaires étrangères, de l'économie, des finances, etc., quelqu'un qui a été apprécié à gauche, à droite et au centre? Il me semble que oui. Est-ce que les gens en ont assez de moi ou est-ce qu'ils en veulent encore? C'est aussi une question. On peut être le meilleur du monde et puis les gens peuvent en avoir assez. Ça existe aussi souvent. Au mois de juin. Voilà, ça se comprend et on ne leur en voudra pas. Paul Jacob, merci d'avoir participé à cette émission. Patrick Roger, merci à vous. Avant de vous laisser, je vais vous présenter un ouvrage, celui de notre confrère Jean-François Achille sur Charles Pasqua, des conversations avec l'ancien ministre de l'Intérieur, décédé en 2015. Le serment de Bastia, c'est son titre et c'est chez Fayard. Voilà, contraste compte, che vedremo domenica prossimo con altro bidato. Sarà Jean-Pierre Battestini di ZGT di Ugismonti. Intanto, buona settimana, buonasera a tutti. Il crime organisé. Chi come noi hanno sempre combattuto. Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité.